On dit que la trahison ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux en qui on a le plus confiance. Je pensais tout avoir. Pendant plus de 10 ans, je l'ai soutenue, sans voir les fissures qui se formaient sous mes pieds. Ce qui a commencé par des messages sans réponse et des regards distants s'est transformé en une révélation lente et douloureuse. J'ai perdu non seulement ma femme, mais aussi l'illusion dans laquelle je vivais. Et quand la vérité a éclaté, ce n'était pas qu'un seul nom. C'étaient des noms. Des visages. Des mensonges empilés les uns sur les autres. Voici l'histoire de ce qui se passe quand la vérité s'invite sans prévenir, et qu'il ne reste qu'à ramasser les morceaux d'une vie qu'on croyait réelle. Remontons au début. Au silence. À la confrontation. À l'époque où je n'avais pas encore compris jusqu'où une personne pouvait aller pour détruire ce qui n'avait plus de valeur à ses yeux. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans. J'étais marié à Camille, 34 ans. Nous avons été ensemble pendant 13 ans, mariés pendant 10 de ces années. Elle n'était pas seulement jolie ou elle avait cette beauté qui faisait taire une pièce entière lorsqu'elle y entrait. Avant, elle s'illuminait en me regardant. Ça s'est arrêté à un moment donné. Camille était intelligente aussi. Elle avait cette façon de vous faire sentir unique quand elle vous parlait. Elle travaillait dans la publicité ou une grande agence au cœur de Paris, avec des clients prestigieux, des soirées de réseautage, ce genre de choses. J'ai toujours soutenu sa carrière. J'étais fier d'elle. Bon sang, je me vantais d'elle à qui voulait l'entendre. Mes amis plaisantaient en disant que j'avais épousé une femme hors de ma portée. Ils avaient probablement raison. Nous étions solides. Pas parfaits, personne ne les aimait solides. On riait, on faisait des blagues idiotes rien qu'à nous, on passait nos vendredis soirs à regarder des séries policières. Je lui laissais des petits mots avant de partir travailler. Elle m'envoyait des selfies depuis son bureau, m'appelait pendant sa pause déjeuner juste pour dire bonjour. Je pensais qu'on était heureux. Moi, je l'étais. C'est ce qui me met encore en rogne, je ne faisais pas semblant. Puis quelque chose a changé. Au début, c'était des petites choses. Elle a arrêté de répondre à mes textos dans la journée. Pas toujours, juste parfois. J'avais droit à un « trop occupé » ou rien du tout. Elle ne m'appelait plus. Nos soirées du vendredi avec plats à emporter et films sont devenues des « dîners clients » ou des « verres avec l'équipe ». Je n'y ai pas trop prêté attention au début. Elle avait des deadlines. Le monde de la pub est impitoyable. Je me disais qu'elle était juste stressée. Puis ça a débordé sur les week-ends. Elle était tout le temps sur son téléphone, à envoyer des messages pendant le petit déjeuner, à vérifier ses emails le soir. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, elle répondait, juste du boulot, sans lever les yeux. Son rire a changé, aussi. Je sais que ça semble bizarre, mais c'est vrai. Elle riait doucement en regardant son écran, comme si elle partageait une blague avec quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Mais quand je posais la question, elle balayait ça d'un revers de main. Tu es parano, Thomas. J'ai souvent entendu ça. On a arrêté de sortir ensemble. Elle avait toujours une excuse. Trop fatiguée. Trop de choses à faire. Elle était épuisée. J'essayais de comprendre. Je cuisinais plus. J'organisais des choses. Une fois, j'ai réservé une table dans le restaurant où on avait fêté notre premier anniversaire de mariage. Elle a annulé la veille, disant qu'un client avait déplacé une réunion et qu'elle ne pouvait pas rater ça. Pas de proposition pour reprogrammer. Juste un « désolé, le boulot est dingue en ce moment. J'ai mangé seul ce soir-là. » Et les sourires? Ils ont disparu. Pas complètement, juste pour moi. Elle les réservait aux sorties avec nos amis. Elle riait à leurs blagues, touchait leurs bras en parlant, inclinait la tête de cette façon qui donnait l'impression qu'elle vous voyait vraiment. Mais avec moi? Rien. Des yeux éteints. Des soupirs silencieux. J'étais devenu invisible, ou pire agaçant. Une obligation qu'elle devait tolérer. Elle s'asseyait à l'autre bout du canapé et scrollait pendant des heures, pendant que je regardais la lueur de son écran se refléter dans ses yeux, tandis que je disparaissais lentement devant elle. Elle a commencé à aller à la salle de sport plus souvent. Avant, c'était notre truc. On y allait ensemble le samedi matin, on prenait un smoothie après. Mais maintenant, elle y allait seule, tôt, rentrait tard, disait qu'elle avait discuté avec un nouveau coach ou qu'elle était passée par le sauna. Un samedi, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner.
Elle a ri et m'a dit, chérie, c'est mon moment à moi. Ne sois pas bizarre. C'était la première fois qu'elle me trouvait, bizarre, de vouloir passer du temps avec elle. J'ai essayé de lui parler. Vraiment. Une nuit, je lui ai dit que notre vie d'avant me manquait. Elle a levé les yeux de son téléphone et m'a répondu, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse pour ça. Froid. Comme ça. Comme si je lui avais dit que la voiture manquait d'essence ou qu'il fallait sortir les poubelles. J'avais envie de la secouer. Pas physiquement, je ne ferai jamais ça, mais juste la réveiller, la ramener à moi. Qu'elle me voie à nouveau. Mais elle ne le faisait pas. Elle ne voulait pas. Elle rentrait tard, sentant l'odeur d'un bar, prétextant des verres de réseautage ou des soirées d'équipe. Ses vêtements ont changé. Plus moulants, plus chers. Des trucs qu'elle ne portait jamais au boulot avant. Et le parfum, mon Dieu, le parfum. Plus fort qu'avant. Pas l'odeur en elle-même où elle portait ce parfum depuis des années, mais il était plus présent. Comme si elle en mettait davantage avant de sortir. Comme si elle allait quelque part où elle voulait qu'on la remarque. Pas à la maison. La goutte d'eau, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est cette nuit où elle est rentrée juste après minuit. C'était un jeudi. J'étais encore dans le salon, lumière tamisée, à regarder la télé sans vraiment la voir. Mon café était froid. Ma mâchoire était crispée. Et mon instinct me disait quelque chose que je ne voulais pas croire. La porte d'entrée a grincé, et elle est entrée au Camille, talons à la main, cheveux attachés à la va-vite, maquillage légèrement étalé, comme si elle avait passé la soirée dehors et n'avait pas pris la peine de se refaire une beauté avant de rentrer. Elle n'a rien dit. Elle a juste refermé la porte d'un coup de pied, jeté son sac sur le plan de travail de la cuisine et s'est dirigée vers le couloir. Je n'ai pas bougé. J'ai juste dit son nom. Camille. Elle s'est arrêtée devant la porte de la chambre. Sa main était sur la poignée, mais elle n'a pas regardé en arrière. Quoi, a-t-elle répondu, d'un ton plat. Tu peux venir une minute. Elle a soupiré. Je l'ai entendu de l'autre côté de la pièce. Ce n'était pas un soupir de fatigue. C'était un soupir d'agacement. Le genre qui dit, quoi encore? Elle s'est tournée et a marché vers moi, bras croisés, le poids sur une jambe, comme si elle avait mieux à faire ailleurs. Quoi, a-t-elle répété, la voix tranchante. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas haussé le ton. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai demandé, est-ce que tu me trompes? Son visage n'a pas beaucoup changé. C'était le pire. Pas de panique. Pas de confusion. Juste cette irritation vide. Puis, elle a levé les yeux au ciel. Elle m'a regardé comme si je venais de lui demander si le ciel était vert. Sérieusement, a-t-elle dit, en inclinant la tête. C'est de ça qu'il s'agit? Je suis sérieux, Camille, ai-je dit, la voix toujours calme. Je veux la vérité. Tu vois quelqu'un d'autre? Elle a laissé échapper un rire sec, sans humour. Waouh! T'as vraiment passé la soirée à ruminer là-dessus? Oui, ai-je répondu. Parce qu'il se passe quelque chose, et je ne suis pas idiot. Elle a fait quelques pas, évitant mon regard. Puis, d'un coup, elle s'est arrêtée et a lâché la bombe. Je vois quelqu'un, a-t-elle dit, comme si elle m'annonçait qu'elle avait changé de marque de shampoing. Mais ce n'est pas sérieux. Je suis resté là, à cligner des yeux. Pas sérieux. Comme si ça rendait les choses acceptables. Comme si le mot « sérieux » faisait la différence entre une trahison et un malentendu. Depuis quand, ai-je demandé. Je sais pas, a-t-elle répondu, comme si ça n'avait pas d'importance. Quelques mois. C'est juste, arrivé. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. C'est qui? Elle a haussé les épaules. Tu le connais pas. Il bosse dans mon immeuble. Je voulais poser plus de questions, mais les mots ne venaient pas. J'étais engourdi, comme si mon corps essayait de se protéger en coupant tout. Mes mains étaient froides. Mon dos était raide. Je me suis penché en avant et j'ai frotté mon front avec mes deux paumes. Elle est restée plantée au milieu de la pièce, comme si c'était une conversation gênante avec un inconnu, comme si elle ne me devait rien de plus que les faits bruts. Pas de remords. Pas d'excuses. Pas même une once de honte. Tu vas vraiment rien dire d'autre, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Tu rentres après minuit, tu me dis que tu vois quelqu'un depuis des mois, et tu t'attends à quoi?
Que je te dise merci pour ton honnêteté? Elle a levé les bras et les a laissés retomber. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Thomas? J'ai essayé de te parler pendant des mois, et t'étais juste, dans ton monde. Ça m'a mis en colère. Pas assez pour crier mais assez pour me lever. Je l'ai regardé durement. Non. Tu ne vas pas me mettre ça sur le dos. Je te blâme pas, a-t-elle dit rapidement, sur la défensive. Je dis juste que ça n'est pas sorti de nulle part. J'ai secoué la tête. Donc quoi, tu t'es ennuyé? T'as décidé de voir quelqu'un et de ne pas le dire à ton mari? Elle a détourné le regard. C'était la première fois qu'elle évitait mes yeux. C'était pas comme ça, a-t-elle marmonné. Alors c'était comment, ai-je demandé. Parce que de mon point de vue, on dirait bien une trahison. Il y a eu un long silence. Elle s'est agitée, mal à l'aise, et s'est enfin assise au bord du canapé, laissant un bon mètre entre nous. Sa voix était plus basse, mais pas plus douce. Je l'ai pas planifié, Thomas. C'est arrivé, c'est tout. Les choses n'allaient plus depuis un moment. Je voulais répliquer. J'avais envie de parler de toutes les nuits où j'ai essayé de me rapprocher, de lui parler, de m'asseoir à côté d'elle juste pour me sentir proche à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que la vérité était déjà sur la table, et rien de ce que je dirais ne changerait ce qu'elle avait fait. Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules encore une fois. Je voulais pas te faire de mal. J'ai laissé échapper un souffle que je retenais sans le savoir. Trop tard pour ça. Elle s'est levée et a frotté ses bras comme si elle avait soudain froid. Je vais prendre une douche, a-t-elle dit, comme ça. Comme si on n'avait pas éventré notre mariage au milieu du salon. Et puis elle est partie. Dans le couloir. Dans la salle de bain. Porte fermée. Eau qui coule. Je suis resté assis là longtemps après. La maison était silencieuse, sauf pour le bruit de la douche. Mes yeux étaient ouverts, mais tout semblait sombre. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis resté immobile, écoutant l'eau frapper le carrelage, me demandant depuis combien de temps je n'étais plus dans sa vie sans même m'en rendre compte. Après cette nuit dans le salon, les choses ne se sont pas améliorées. On ne parlait pas. On ne se disputait pas. On dérivait. Et quand je dis dérivait, je veux dire qu'elle se déplaçait dans la maison comme si je n'étais même pas là. Je savais qu'elle voyait toujours ce type qui qu'il soit mais je n'ai pas demandé. Je n'arrivais pas à prononcer son nom, même si je ne le connaissais pas encore. Je la regardais quand elle pensait que je ne faisais pas attention, essayant de voir si je reconnaissais encore la personne en face de moi. Elle ressemblait à Camille. Elle parlait comme Camille. Mais elle n'était plus elle. La chaleur avait disparu. Ce qui nous reliait s'était rompu, et elle ne semblait pas intéressée à renouer. Un matin, je me suis levé tôt et j'ai pris un café. Son téléphone était sur le plan de travail, écran allumé, déverrouillé. Des notifications clignotaient. Elle ne le laissait jamais sans surveillance, jamais repas depuis des mois. Mais cette fois, si. Et quelque chose en moi ne pouvait pas s'arrêter. Je n'ai pas beaucoup scrollé. Pas besoin. Mathieu. C'était le nom. Aperçu du message, hier soir, c'était incroyable. Tu étais magnifique. Mon estomac s'est retourné. J'ai cliqué. Il y avait des conversations, des photos, des horodatage. Des messages pleins de choses que je ne voulais pas voir, mais je continuais à lire. Puis il y avait Pierre. Son fil n'était pas aussi long, mais le ton était le même. Amical. Trop familier. J'espère que ton dîner de réseautage s'est bien passé. Appelle s'il te pose problème. Celui-là m'a frappé comme une brique. C'était moi. Le troisième Nicolas était quelqu'un que je reconnaissais. Je l'avais vu sur des étiquettes de cadeaux. C'était un cadre avec qui elle bossait dans son agence de pub. Il roulait en Mercedes noire, un type tape à accent grave l'œil, du genre à sourire avec toutes ses dents et à vérifier son reflet dans les vitrines. Je me souvenais du bracelet qu'elle portait à notre dîner d'anniversaire de mariage quelques mois plus tôt. Quand je lui avais demandé d'où il venait, elle avait dit qu'elle se l'était offert. Qu'elle méritait quelque chose de beau. Elle ne l'avait pas acheté. Nicolas l'avait fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je suis juste resté là, à le tenir, lisant ses conversations avec des hommes qui, visiblement,
la voyait plus que moi ces dernières années. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing, mais je n'avais pas bougé. Quand elle est sortie de la chambre, elle m'a vu avec le téléphone. Elle s'est figée. Son visage n'a pas changé tout de suite. Pas de panique, pas de culpabilité. Juste un regard plat, indéchiffrable. Puis elle a soupiré. Je suppose que tu sais maintenant, a-t-elle dit, comme si j'avais retrouvé une paire de chaussures égarées. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Elle s'est assise à la table à manger et a croisé les jambes. C'était pas censé aller aussi loin. Jusqu'où c'est allé? Ai-je enfin demandé, même si je ne savais pas vraiment ce que je voulais dire par là. Elle m'a regardé comme si j'en faisais trop. T'as déjà lu. Tu sais. Donc ce n'est pas juste un mec? Ai-je demandé. Non, a-t-elle répondu. Mais Mathieu, c'est différent. Différent. Ce mot. Comme s'il était spécial. Comme s'il comptait d'une manière dont je ne comptais pas, et Pierre, ai-je demandé. Une erreur, a-t-elle dit. Une stupide erreur. Et Nicolas? Elle a hésité. C'est compliqué. Je me suis appuyé contre le plan de travail parce que je ne faisais plus confiance à mes jambes pour me tenir. Pourquoi? C'est là que les vannes se sont ouvertes mais pas comme je l'espérais. Pas avec de la vérité. Pas avec de la vulnérabilité. Avec des excuses. Elle a dit que j'étais devenu froid. Que j'étais émotionnellement distant. Que je ne la faisais plus se sentir désirée. Que j'avais arrêté de la voir. Elle a dit qu'elle avait essayé de m'atteindre. Que je n'avais jamais le temps. Que j'étais trop concentré sur le boulot. Sur les tâches quotidiennes. Sur la routine. Elle a dit que je ne la touchais pas comme elle en avait besoin. Que je n'étais pas présent. Que tout entre nous était devenu ennuyeux. Sans vie. Routinier. Elle a dit qu'elle se sentait seule. Je suis resté là, à regarder la femme qui portait mon nom, ma maison, ma vie et je ne reconnaissais plus sa voix. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient mal. C'était la façon dont elle les disait. Froid. Mécanique. Comme si elle récitait une liste qu'elle avait répétée. Elle faisait passer sa trahison comme l'étape logique suivante. Comme si j'avais mieux écouté, si j'avais plus souvent fait des câlins, si j'avais complimenté sa robe plus souvent, elle ne serait pas allée voir ailleurs. Je voulais répliquer. J'avais envie de parler de toutes les fois où j'avais essayé de me rapprocher, pour être repoussé. Je voulais hurler sur l'effort que j'avais mis à tenir notre couple quand elle était déjà partie dans sa tête. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile, laissant ces mots me traverser comme une pluie glacée. Elle a enfoncé le couteau à chaque phrase. Elle faisait tout passer pour inévitable. Comme si j'aurais dû m'y attendre. Comme si j'aurais dû être prêt. Mais je ne l'étais pas. Personne ne l'est. Quand elle a fini de parler, elle s'est levée et est partie dans la chambre. J'ai entendu la porte du placard s'ouvrir, les tiroirs glisser. Je ne l'ai pas suivie. Je ne pouvais pas. Mes jambes refusaient de bouger. Le lendemain matin, après avoir vu les messages et entendu tout ce qu'elle avait à dire, je ne suis pas allé travailler. Je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas pris de douche. Je me suis assis à la table à manger avec un carnet et un stylo, et j'ai commencé à noter. Des noms. Des dates. Des endroits où elle disait être allée. Les conférences, les réunions tardives, les formations à l'extérieur. J'ai commencé à connecter les points. J'avais une liste de choses que je n'avais même pas réalisé avoir suivies dans ma tête depuis des mois. Je n'ai pas appelé un avocat tout de suite. Pas avant d'avoir du concret. Je ne suis pas du genre à me lancer dans une bataille sans être prêt. Alors j'ai passé toute la journée et la nuit suivante à faire ce qu'elle n'aurait probablement jamais imaginé ou enquêté. Son téléphone était verrouillé. Elle changeait son code toutes les quelques semaines. Mais son ordinateur portable pro? C'était différent. Camille utilisait le même code à 4 chiffres pour presque tout. L'année de naissance de son père. Je le savais. Une nuit, après qu'elle se fût endormie, je l'ai allumé et j'ai tapé le code. Ça s'est ouvert comme par magie. Ça a pris du temps à fouiller. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais au début, mais une fois que j'ai commencé à trouver, tout s'est mis en place. Son email contenait des dossiers qu'elle pensait bien cachés,
sous des noms ennuyeux comme « rapport étroit » ou « proposition client ». Ce n'était pas ça. À l'intérieur, il y avait des conversations avec plusieurs hommes. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai synchronisé les fichiers sur un compte cloud privé qu'elle ne connaissait pas, juste au cas où. Il y avait des images. Certaines qu'elle avait envoyées, d'autres qu'elle avait reçues. Je voulais juste des preuves. Elle avait aussi des sauvegardes de textos. Des fils entiers. Elle et Mathieu faisaient des plans dans des hôtels, plaisantaient sur les plats que je cuisinais pour le dîner, m'appelaient « Monsieur Routine ». Ça m'a fait mal. J'avais toujours pensé que la constance, c'était de l'amour. Apparemment, elle trouvait ça ennuyeux. Le dernier clou dans le cercueil, c'était son compte de fidélité d'hôtel. Je me souvenais qu'elle en avait parlé une fois, en se vantant d'accumuler des points pour de futures vacances. Elle ne s'était jamais déconnectée sur l'ordinateur de la maison. J'ai ouvert le compte, et c'était là-haut des réservations dans des hôtels parisiens sous son nom. Des dizaines sur l'année écoulée. Certaines pour une nuit. D'autres pour des week-ends. Il y avait une réservation au printemps. Je me souvenais bien de ce week-end, car elle m'avait dit qu'elle partait pour un séminaire à Lyon. Je lui avais préparé un petit déjeuner ce matin-là. Je l'avais regardé faire sa valise. Mais là, en noir et blanc, il y avait un check-in à seulement 15 minutes de chez nous, au Marriott Champs-Élysées. La réservation avait une note sous « Instruction spéciale, veuillez préparer une bouteille de vin frais dans la chambre ». Arrivé à 18h. J'ai pris une capture d'écran de ça aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Je lui ai tout apporté, les captures d'écran, les événements du calendrier, les reçus d'hôtel. Tout était imprimé et organisé dans un classeur. Il y a jeté un œil, a feuilleté quelques pages et a poussé un long soupir. C'est solide, a-t-il dit. On peut travailler avec ça. On a déposé les papiers dans la semaine. Camille a fait semblant d'être surprise au début, comme si elle ne pensait pas que j'avais le cran de le faire. Elle a soudain commencé à parler plus haut demandant si on pouvait ralentir et peut-être en discuter. Mais c'était trop tard. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Les audiences au tribunal ont été fixées à plusieurs semaines plus tard. Elle a engagé son propre avocat, un de ces types mielleux qui sourit trop et donne l'impression de préparer un TED Talk. Il a tout essayé. Il a prétendu que j'étais émotionnellement distant. Que je l'avais exclu émotionnellement, pendant des années. Il a même laissé entendre que j'avais des problèmes de colère, sans rien pour l'étayer. C'était du théâtre. Camille a bien joué son rôle aussi. Elle est arrivée avec un maquillage juste un peu trop parfait. Comme si elle essayait de paraître à la fois soignée et fragile. Elle pleurait au bon moment quand son avocat parlait de notre rupture de communication, quand il mentionnait à quel point elle se sentait seule dans notre mariage. Sa voix tremblait quand elle disait qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Le juge n'a pas marché. Il a examiné les documents soumis par mon avocat. Les emails. Les messages. Les reçus. Tout avec des horodatages, clairs comme le jour. Je n'avais pas besoin de dire grand-chose. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Quand la décision est tombée, c'était à la fois une victoire et une perte. J'ai gardé la maison. Ma retraite était protégée. Pas de pension alimentaire. Mon nom était blanchi de toute accusation. Elle est partie avec ses affaires et pas grand-chose d'autre. J'ai vu son visage quand le juge a lu la décision finale. Elle n'avait pas l'air en colère. Pas trahie. Elle avait l'air vide. Comme si quelque chose qu'elle pensait éternelle venait de lui être enlevée. Après le tribunal, elle m'a abordé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Elle avait l'air fatiguée. Sa voix était à peine audible. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas hoché la tête. Je me suis juste retourné et je suis parti. Je ne me sentais pas comme un gagnant. Pas de fierté, pas de danse de la victoire à l'arrivée. J'étais vidé. Pas juste à cause du tribunal. À cause de tout. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste, fini. Les premiers matins après le divorce étaient calmes. Trop calmes, au début. Le silence ne faisait pas mal. C'était étrange, bien sûr. Mais après tout ça, c'était comme un bain chaud après une longue journée. Ça me laissait respirer.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais retenu mon souffle jusqu'à ce que le bruit s'arrête. La maison semblait différente. L'air semblait différent. Il n'était plus lourd. Je pouvais aller d'une pièce à l'autre sans cette pression étrange dans la poitrine. Le poids que je traînais me demandait si elle rentrerait tard encore, à qui elle écrivait, quel mensonge j'allais entendre ensuite avait enfin disparu. Je ne savais pas quoi faire de moi au début. La routine qu'on avait construite pendant des années s'était effondrée du jour au lendemain, et je me retrouvais dans les décombres, essayant de voir ce qui valait la peine d'être gardé. J'ai arrêté de fonctionner en pilote automatique et j'ai commencé à choisir ce que je voulais faire. C'est là que j'ai repris la peinture. Rien de sophistiqué. Juste du vieux matériel dans le placard du couloir que je n'avais pas touché depuis la fac. J'ai étalé du papier journal sur la table à manger, sorti une petite toile, et j'ai commencé à y mettre des couleurs. Sans plan, sans pression. J'ai aussi commencé le yoga. Ça m'a surpris moi-même. J'avais mal au bas du dos depuis des années, à cause d'une rénovation de salle de bain pour un ami, et ça revenait. Mon médecin m'a recommandé des exercices d'étirement et de respiration. J'ai regardé quelques vidéos en ligne, ri de ma raideur, et puis j'ai continué. Ça m'a aidé. Pas seulement pour mon dos, mais pour tout. Je dormais mieux. Mes pensées arrêtaient de tourner en boucle. J'ai repris contact avec des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des collègues, des amis de fac, même mon cousin Lucas qui vivait à Marseille et avait essayé de garder le contact. J'avais toujours une excuse trop occupée, trop fatigué, trop de choses à faire. La vérité, c'est que j'avais laissé l'orbite de Camille tout engloutir. Tout tournait autour d'elle depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était d'être juste moi. Un après-midi, j'ai pris un café avec Hugo, un gars que je n'avais pas vu depuis nos jours dans le bâtiment. Il n'avait pas beaucoup changé, un peu plus gris, peut-être un peu plus lourd mais toujours le même. On a parlé pendant 2 heures, rattrapant le temps, échangeant des histoires, riant comme si rien n'avait changé. Avant de partir, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « T'as l'air mieux que ce à quoi je m'attendais. » « Comment ça ?» ai-je demandé. « Après tout ce que t'as traversé, a-t-il dit, t'es encore debout. Beaucoup de mecs ne le seraient pas. » Ça m'a marqué. Petit à petit, je me suis retrouvé. J'ai retapé la maison, repeint la chambre, changé le robinet qui fuyait dans la cuisine, nettoyé le garage. J'ai appris à cuisiner pour un. C'était nouveau. Avant, je cuisinais pour nous deux, toujours à essayer de faire ses plats préférés. Maintenant, je cuisinais ce que j'avais envie de manger. Certaines nuits étaient plus dures que d'autres. Des souvenirs me frappaient sans prévenir, passer devant le restaurant où on allait chaque anniversaire, ou voir sa crème à café préférée en promo au supermarché. Mais ces moments passaient. Ils devenaient plus faciles à porter. Je n'étais pas prêt pour quelque chose de nouveau. Je ne cherchais rien non plus. Je voulais juste me sentir entier à nouveau. Et doucement, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois après la finalisation du divorce, la vie commençait à trouver un rythme. J'avais une routine qui me convenait, et pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Puis un après-midi, j'ai reçu un message d'un vieil ami, Vincent. On avait bossé ensemble à l'époque, il connaissait Camille, pas très bien, mais assez pour la reconnaître. Il m'a envoyé un message qui disait juste « Salut, mec. Je me suis dit que tu voudrais peut-être voir ça. Désolé d'avance. » Puis il a joint une vidéo. C'était filmé dans un bar du Marais, lumière tamisée, musique forte, des gens flous en arrière-plan. Le genre d'endroit où Camille adorait m'emmener, même si je préférais toujours des lieux plus calmes. Au centre de l'image, claire comme le jour, elle était là. Riant, se penchant sur l'épaule d'un type. Le serrant comme s'il partageait plus qu'un simple coin de bar. Son visage s'est légèrement tourné vers la caméra. C'était Mathieu. Mathieu. Le même gars qu'elle m'avait dit avoir vu juste, pour tourner la page. Celui qu'elle avait juré être une erreur, et rien d'inquiétant. Il n'avait pas vu la caméra, évidemment. Vincent m'a dit qu'il filmait juste la musique live et qu'il avait réalisé qu'elle était dans le cadre en revoyant la vidéo chez lui. Ce n'était pas un coup monté. Il était juste là, l'a capté par hasard, et a pensé que je devais savoir. J'ai fixé l'écran, mettant la vidéo en pause image par image. Sa main sur son bras. Ses lèvres près de son oreille. La façon dont elle souriait. C'était familier au pas dans le bon sens.
Je l'avais déjà vu sourire comme ça. J'ai su tout de suite qu'elle n'avait jamais arrêté. Pas vraiment. Peut-être une pause. Peut-être que ça s'était calmé pendant les démarches judiciaires. Mais des gens comme Mathieu n'étaient pas juste des aventures pour elle. Ils faisaient partie de son plan d'évasion. Moi, j'étais devenu un meuble. Lui, c'était le fantasme. Au lieu de réagir émotionnellement, j'ai fait comme avant. J'ai fouillé. Je suis retourné dans les fichiers que j'avais gardés avant le procès ou des trucs que je n'avais même pas utilisés au tribunal. Et j'ai ajouté des captures d'écran de publication sur les réseaux sociaux. Des check-ins. Des photos où elle avait oublié qu'elle était taguée. J'ai regardé la chronologie. J'ai recoupé. J'ai créé une carte discrète de ses déplacements, de ses mensonges, et de combien de temps ça durait vraiment. C'était un schéma. Je voyais maintenant que ça avait toujours été un schéma. Il y avait des soirs où elle disait sortir avec des collègues, mais elle était là, en arrière-plan d'une photo de quelqu'un d'autre trop près de Mathieu. Il y avait des week-ends où elle prétendait rendre visite à sa sœur, mais sa sœur postait une photo du match de foot de son gamin sans Camille à l'horizon. J'ai tout rassemblé. Pas pour me venger. Je n'avais pas de plan pour ruiner sa vie. Mais je voulais qu'elle sache que je savais. Que j'en avais toujours su plus qu'elle ne le pensait. Que j'avais reconstitué le puzzle sans son aide. J'ai créé un dossier sur Dropbox. Titre simple, pour Camille. Dedans, j'ai mis tout. Capture d'écran. Vidéo. Message. Photos horodatées. Une courte note expliquant la chronologie. Pas accusatrice, juste factuelle. Du point A au point B. La vérité, claire et stable. En bas du dossier, j'ai tapé une ligne. Ne m'appelle plus jamais. J'ai copié le lien. Je l'ai envoyé à son email. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis sorti marcher. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié si elle l'avait ouvert. Je m'en fichais. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin qu'elle admette quoi que ce soit. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Les mensonges étaient finis, du moins pour moi. Les histoires qu'elle continuait à tisser ne m'appartenaient plus. Il y a une certaine paix à connaître toute l'histoire. Même si elle est moche. Même si elle fait mal. Parce qu'une fois qu'on sait, une fois qu'on voit vraiment, on peut arrêter de se poser des questions. Quelques jours après avoir envoyé le lien Dropbox, j'ai commencé à recevoir des textos. Au début, juste un ou deux. Des trucs vagues comme « on peut parler » ou « je sais pas quoi dire ». Je n'ai pas répondu. Je me disais qu'elle dirait ce qu'elle avait à dire et passerait à autre chose. Mais les messages ont continué. Puis les appels. Toujours le soir, vers l'heure où elle rentrait à la maison quand on vivait encore ensemble. La première fois que j'ai vu son nom apparaître sur l'écran, je l'ai juste fixé. Avant, son nom me faisait ressentir quelque chose du réconfort, peut-être. Maintenant, c'était juste un coup frappé à une porte que je ne voulais plus ouvrir. Je n'ai pas répondu. Pas la première fois. Pas la 5e. Pas la 10e. Mais elle n'arrêtait pas. Certains abandonnent quand ils réalisent que l'autre a tourné la page. Camille? Elle en faisait plus. Un matin, je suis sorti de la salle de sport après ma routine habituelle. Il était tôt, à peine 7 heures et le parking était presque vide. Je marchais vers ma voiture quand je l'ai vue. Debout près de la portière côté conducteur, bras croisés, yeux rouges. Elle portait un sweat que je ne reconnaissais pas, et son maquillage coulait, comme si elle avait pleuré un moment. Je me suis arrêté à quelques mètres. Je savais pas où aller, a-t-elle dit. Tu me réponds pas. Je suis resté silencieux. Je l'ai juste regardée. Elle a fait un pas vers moi. J'ai fait des erreurs, Thomas. Je le sais. J'étais pas moi-même. Cette phrase. J'étais pas moi-même. Comme si elle était possédée. Comme si ce qu'elle avait fait ne venait pas de ses propres choix. Tu étais toi-même, ai-je dit calmement. Je connaissais juste pas encore cette version de toi. Elle a cligné des yeux, comme si je l'avais giflée. Notre vie d'avant me manque, a-t-elle dit, la voix tremblante. La façon dont on riait. La sécurité que je ressentais avec toi. Je me suis appuyé sur la benne de la voiture, bras croisés. T'avais pas l'air si triste dans cette vidéo. Elle a tressailli.
Ses yeux se sont embués à nouveau. Je savais pas comment gérer. Je pensais qu'en faisant semblant d'être heureuse, tout disparaîtrait. Mais ça n'a pas marché. Ça a empiré. Je n'ai rien dit. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle a essuyé ses yeux, étalant encore plus son mascara sur sa joue. Je sais que je mérite rien de toi. Mais je devais essayer. Essayer quoi? Ai-je demandé. Quel est le but, Camille? Je veux réparer, a-t-elle dit. Je veux réparer ce que j'ai cassé. On ne peut pas réparer ce qui est cassé. Elle a hoché la tête lentement, baissant les yeux. Peut-être pas. Mais je t'aime encore. Celle-là a fait plus mal que prévu. Pendant une seconde, juste une seconde, je me suis souvenu de ce que ça faisait de l'entendre dire ça. Avant tout. Quand ça voulait encore dire quelque chose. Elle a continué à parler. Elle a dit que j'étais le seul homme qu'il avait vraiment aimé. Qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité qu'avec moi. Que même quand elle sortait avec Mathieu ou un autre, elle rentrait en pensant à moi. Qu'elle se sentait vide sans moi. C'était comme regarder quelqu'un essayer de recoudre un drapeau déchiré en pleine tempête. Elle a même parlé de thérapie. On peut y aller ensemble. En parler. Travailler sur les choses. Elle a dit qu'elle avait déjà cherché des conseillers. Que le divorce était final, mais qu'on pouvait encore essayer. Ça a piqué. Pas parce que je la croyais, mais parce que je voyais à quel point elle voulait être crue. Mon cœur a eu mal. Je ne vais pas mentir. Pendant un bref instant, j'ai imaginé ce que ça ferait de repartir de zéro. Si les choses avaient été différentes. Si je pouvais lui refaire confiance. Si on pouvait effacer le passé. Mais ensuite, je me suis souvenu des nuits où j'étais seul à cette table à manger pendant qu'elle me mentait en face. Des matins où elle me souriait avant de sortir rejoindre quelqu'un d'autre. De la façon dont elle essayait de me blâmer pour ses choix. Je me suis souvenu de qui elle était devenue. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle ne demandait pas pardon parce qu'elle comprenait le mal qu'elle avait fait. Elle demandait pardon parce qu'elle n'aimait pas les conséquences. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit, en ouvrant la portière. Elle a reculé, les yeux écarquillés. C'est tout? C'est tout. Je suis monté et j'ai démarré. Je l'ai regardée rapetisser dans le rétroviseur. Elle a continué à appeler pendant quelques jours après ça. Puis ça s'est ralenti. Une semaine plus tard, ça s'est arrêté complètement. Parfois, je me surprenais à attendre un message qui ne venait pas. Pas parce que je voulais qu'elle revienne. Mais parce que c'était étrange de s'habituer à nouveau au silence. Ça faisait environ 3 mois depuis la dernière fois que je l'avais vue dans le parking de la salle de sport. Depuis, j'avais fait de mon mieux pour avancer, je restais occupé, je suivais ma routine, je faisais de la place dans ma vie pour des choses qui me donnaient vraiment quelque chose en retour. Les textos s'étaient arrêtés. Les appels aussi. On aurait dit que la poussière était enfin retombée. Un samedi matin, j'ai décidé d'aller dans le centre de Paris. Il y a ce petit café dans le 6e arrondissement où j'allais plus souvent. J'ai pris une place près de la vitre, comme d'habitude, commandé un café noir et une viennoiserie, et sorti mon livre. Une quinzaine de minutes plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite, je continuais à lire. Mais j'ai vu un mouvement du coin de l'œil, quelqu'un qui se tenait trop près, hésitant. Thomas, a dit une voix. J'ai levé les yeux. C'était elle. Camille était là, un gobelet en papier à la main, avec une expression comme si elle ne s'attendait pas à me trouver mais ne savait pas quoi faire maintenant. Elle portait un manteau gris que je ne reconnaissais pas, cheveux attachés, maquillage discret. Toujours belle, avec cette élégance qu'elle avait toujours eue. Mais quelque chose avait changé. Son visage semblait fatigué. Pas le genre de fatigue d'une nuit trop courte, mais quelque chose de plus profond, comme si la vie l'avait enfin rattrapée et qu'elle n'avait pas encore trouvé comment lui échapper. J'ai fait un petit signe de tête. Salut. Elle m'a demandé si elle pouvait s'asseoir. J'y ai pensé une seconde, puis j'ai hoché la tête à nouveau. Elle a tiré la chaise en face de moi et s'est assise doucement, comme si le poids de tout ce qu'elle avait fait pesait enfin sur ses épaules. Il y a eu un long silence. Elle fixait son gobelet. Je ne disais pas grand-chose. Je n'étais pas en colère. Juste prudent. Tu as l'air en forme, a-t-elle dit enfin, d'une voix douce. Merci, ai-je répondu.
Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Je guéris, ai-je dit. Ça va mieux. Je reprends ma vie en main. Elle a hoché la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. C'est bien. Je suis contente. Une autre pause. Elle semblait avoir plus à dire, mais cherchait comment le dire. Je pense encore à toi, a-t-elle dit après un moment. Tout le temps. Je n'ai rien répondu. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle continué. J'ai été stupide. Égoïste. Et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ça. Je l'ai regardée. Ses yeux étaient brillants mais stables. Elle ne jouait pas la comédie cette fois. Ça ne ressemblait pas à un discours répété. Ça sentait le regret. Je t'aime encore, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Je l'ai regardée un moment, et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Tu aimais être avec moi. Ce n'est pas la même chose. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, et une larme a enfin coulé sur sa joue. Elle l'a essuyée avec le dos de sa main, secouant la tête comme si elle n'avait plus l'énergie d'expliquer. Je suppose que tu as raison, a-t-elle dit. On est resté là en silence pendant une minute. Elle regardait autour du café, comme si elle cherchait une version d'elle-même qui avait encore sa place ici. Mais quoi qu'elle cherchait, elle ne l'a pas trouvée. J'ai fini la dernière gorgée de mon café et je me suis levé. Elle ne m'a pas arrêté. Elle n'a pas tendu la main ni demandé plus de temps. Elle m'a juste regardé. C'était le vrai au revoir. Pas le tribunal. Pas le jour où je lui ai envoyé la vidéo. Pas même la scène dans le parking de la salle de sport. Ça. C'était ça. Elle était enfin à court d'excuses. J'étais enfin à court d'espoir. Plus de reproches, plus de marchandage. Juste deux personnes assises à une table avec trop d'histoires et aucun avenir. En sortant, je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. J'ai choisi moi. Et cette fois, j'ai continué à marcher. Partagez votre opinion dans les commentaires, est-il possible de pardonner sincèrement quelqu'un après une telle trahison? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».